Les objets connectés envahissent, qu'on le veuille ou non, pour le bien ou pour le mal, notre quotidien, de la montre au robot de cuisine, de l'assistant vocal à la voiture. De demain, on nous annonce des milliards d'objets connectés pour très bientôt. Et une entreprise française a choisi de suivre ce pari, cette évolution. C'est Sigfox et nous sommes avec son président et fondateur. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui sur le plateau d'Ecorama. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sigfox, il faut expliquer l'idée, l'ADN de l'entreprise. Votre but, c'est de construire un réseau justement pour l'ensemble de ces objets connectés. En quelque sorte, c'est un peu l'antithèse de la 4G ou de la 5G parce que vous dites qu'il n'y a pas besoin de très haut débit pour l'ensemble de ces objets connectés, c'est ça? Tout à fait. On nomme ce réseau-là le réseau 0G. Un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend aujourd'hui. On parle de 5G, donc toujours plus de débit pour des applications qu'il faudra voir, valider plus tard. Mais il y a tout un autre besoin qui s'appelle la 0G pour nous, c'est des petits messages, mais par contre qui vont être délivrés de façon très simple, très économique, en utilisant quasiment plus de batterie, mais en utilisant l'énergie qui est autour de nous. C'est ça l'enjeu de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Depuis 2011, on s'emploie à déployer ce réseau dans le monde entier. Donc aujourd'hui, on est dans 60 pays et on installe nous-mêmes des antennes particulières. Ce ne sont pas les antennes comparables à celles des opérateurs, elles n'ont pas la même chose. Par contre, elles vont être là pour écouter des petits messages, des petits signaux. Et ça s'adresse à quel genre d'objet connecté? Alors par exemple, l'assistant vocal que je peux avoir chez moi, lui, il est connecté à un réseau Sigfox parce qu'il n'a pas besoin d'énormément d'informations? Pour l'instant, je pense que l'Internet des objets, c'est quelque chose qui va… À mon avis, on est en 94, rappelez-vous le web. Les gens y croyaient pas. Il y avait des gens qui commençaient à voir un peu l'opportunité. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient le web même. Non, mais voilà, mais il y avait quand même des early adopteurs, enfin, des personnes qui étaient là en train de se dire il y a une chose de gros qui arrive. Et là, on est en 94 pour l'IoT en fait. On est en 2000, bien sûr en 2019, mais à peu près à la même époque. Et c'est une transformation mais gigantesque qui va être quasiment aussi grande, même plus grande que le web lui-même, voire le mobile. Mais par contre, ça va commencer par l'industrie. Ça commence, le grand public, effectivement, on entend au CES, dans plein d'endroits, les mondes connectés, des Google Home, etc. Ça reste quelque chose qui reste à valider parce que l'équation économique n'est pas toujours là, présente. C'est-à-dire, est-ce que ça avoir une montre qui mesure mon pouls, enfin mon activité physique, ou une balance connectée, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin là-dessus? On voit bien que c'est quand même compliqué. Ça veut dire que votre marché aujourd'hui, ce n'est pas tellement le particulier comme moi, mais c'est plutôt des industries qui, eux, ont des besoins vraiment prégnants d'objets connectés. On sait qu'il y a par exemple des lunettes connectées dans l'industrie pour permettre de réparer ou de faire des nous, on ne s'adresse pas à ça parce qu'on fait des petits messages. Par contre, il y a un élément énorme qui s'appelle la supply chain, le delivery. Donc, tout le monde a entendu parler d'Amazon et de la logistique. Donc, il y a des milliards de paquets qui transitent de par le monde tous les ans, et je ne sais pas combien par jour. Et dès l'instant qu'on est capable de traquer, non pas seulement des voitures très chères ou des objets très très chers dans lesquels on peut se permettre de prendre n'importe quelle technologie parce que le retour sur investissement, la marge de la donnée est suffisamment importante. Mais quand il s'agit de tracer par exemple un pack d'eau ou une palette de bouteilles d'eau, là on voit très bien que la valeur de ce qu'il y a sur la palette versus le coût de l'information, savoir où est cette palette, est un vrai enjeu. Et c'est à ce moment-là que votre réseau il est plus performant ou plus intéressant pour les industriels que les opérateurs classiques? C'est ça. Donc il est imbattable. Par contre, il ne passera pas de voix, il ne passera pas d'image sur ce réseau. Par contre, quand il s'agit de ce que j'appelle moi de donner un coût d'extraction à la valeur physique, donc en gros, où est ma palette, par exemple, où est mon carton, combien ça vaut? Et là, il y a un vrai enjeu. Chaque industriel sait que s'il récupère cette information-là pour un prix donné, il sait en faire bon usage, donc créer une marge au-dessus. Moi, je compare souvent ça au pétrole. Il y a plus d'un siècle, on commençait à extraire le pétrole, on a créé une économie gigantesque. La data, elle est là, pas celle que nos cerveaux produisent chaque jour, mais la data qui est autour de nous, la position d'un carton, le poids de quelqu'un, une fuite d'eau, etc. Toutes ces informations qui sont autour de nous, dès l'instant qu'on les remonte à un prix minimum, là, on crée un différentiel entre la valeur des données et son coût de production. Et là, on crée une économie gigantesque. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Donc, votre idée, l'idée de Sigfox, c'est ça, c'est de faire remonter les millions de data, les milliards de data qui transitent chaque minute à un coût qui n'est pas low cost, mais just cost. Même minimum. On va être demain… C'est quoi minimum? On peut avoir une idée d'un tarif? Ouais, je pense qu'à terme, sur le volume, on sera à moins d'1 € par an. 1 euro par an? Ouais. Par objet? Par objet. Et voire moins que ça, même. Je pense qu'avec des composants, parce que votre téléphone, il coûte très très cher, on va dire en général, les composants qui sont dedans, qui permettent de faire le lien entre l'objet et le réseau
Internet au sens large, Mhm. il vaut quand même très cher. Nous, on pense arriver sur des composants, donc ce qu'on appelle le modem, le petit composant électronique, à quelques dizaines de centimes. Donc c'est de ça dont on parle. Donc créer une palette connectée, je pense que le marché est autour de 5-6 dollars sur la vie d'une palette. Mhm. Donc c'est quand même, il n'y a aucune techno aujourd'hui qui permette de faire ça. Et en plus mondialement, c'est-à-dire que la palette, elle peut partir de France, elle va à Singapour, elle va à New York, elle va n'importe où. Il faut que la palette soit suivie partout de façon très très simple, parce qu'on parle de milliards d'objets, donc toute complexité dans ces processus-là seront des freins au déploiement de cette gigantesque opportunité. Alors, on va parler du déploiement de Sigfox. Il est évidemment lié à la multiplication des objets connectés dont vous parlez. Ça fait plusieurs années que personnellement, moi, je suis ce dossier. On nous annonçait des milliards d'objets connectés, là, pour maintenant, aujourd'hui. On a l'impression que la croissance, elle n'est pas aussi rapide que ce qu'on avait annoncé. Complètement pas, parce que, en fait, par rapport au monde du web ou du mobile, il suffit de faire une bonne campagne de pub. Si c'est un petit peu viral, on a très très vite le nombre d'utilisateurs qui se connectent, qui téléchargent une application, ça va bien. Malheureusement, dans l'Internet des objets, il y a un mot au milieu, ça s'appelle objet. Et cet objet-là, il faut le produire. Et donc, produire des objets en milliards, nos téléphones, etc., ça a pris du temps pour être capable de faire ça aujourd'hui. Et donc, dans l'industrie de l'Internet des objets, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de produire ces objets-là en très grande quantité, à des prix très bas et très fiables. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais on y est aujourd'hui. On a parmi nous des partenaires comme Alps, une société japonaise, ou Lighton, aussi taïwanaise, qui sont maintenant partis avec nous, qui ont mis 7 ans à se décider, parce que ces gens-là, c'est des fabricants de rang 1 pour le monde du mobile, de l'automobile, et ils ne bougent pas le petit doigt tant qu'ils n'ont pas la vision des volumes, très très gros volumes, parce qu'ils ne savent pas faire 10 000 ou 100 000 pièces, ça savent faire des millions. Et donc maintenant, ce marché-là est rentré en mouvement, on va dire, et ils commencent à fabriquer ces objets avec nous. C'est-à-dire que les industriels commencent à sentir le besoin et à sentir la nécessité de pouvoir avoir ces objets connectés, et ils ont perçu le bénéfice que ça allait leur apporter. Voilà, ce que je dis, on est en 94 du web, donc on est dedans, et ça commence à grossir maintenant, et moi je vois chaque jour grandir le nombre d'opportunités, le nombre d'industriels qui tapent à notre porte, qui ont compris les enjeux, et qui ont bien vu que grâce à cette donnée, dont je parlais tout à l'heure, ils vont en faire quelque chose de très très lucratif, améliorer leurs OPEX, améliorer leurs services. Ça va prendre combien de temps avant que le déploiement qui a été annoncé il y a quelques années soit vraiment effectif? Alors, nous, on essaie d'être assez pragmatique. On a été, comme tout le monde, un petit peu trop ambitieux ou trop empressé, on va dire, tout le monde. Maintenant, on a un plan qui est assez fiable. On pense à 1 milliard d'objets chez nous d'ici 2023. D'accord. Donc après, je ne dis pas dire qu'il n'y aura pas des dizaines de milliards à côté, mais encore une fois, on est prudent parce que les 50 milliards de Ericsson ou d'autres, on voit bien cette baisse cette année ou l'année prochaine, on n'y sera jamais. Si on essaie, Ludovic Lemorand, de traduire ça en chiffre d'affaires aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, je crois, pour 2018, c'était 60 millions d'euros. Ouais. Vous nous avez dit que vous étiez dans 60 pays. J'imagine qu'il y a un coût de développement et d'investissement qui est extrêmement important. Comment vous arrivez à gérer cette équation-là? C'est assez peu de chiffre d'affaires et beaucoup d'investissement. Alors, important, il faut relativiser. On a levé à peu près 300 millions de Sigfox et nos partenaires autant. Donc on en est à peu près à 500-600 millions pour avoir aujourd'hui une couverture d'1 milliard de personnes. Quand on regarde les coûts d'investissement pour un réseau 3G, 4G, c'est plusieurs milliards pour un pays. Donc on pourrait relativiser. Donc certes, c'est quand même pas neutre, c'est quelques centaines de millions, mais ce n'est pas des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards à l'échelle de la planète. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc aujourd'hui, on a la Sigfox Corp, donc, qui est l'entité qui possède le réseau, sera à l'équilibre. Cette année, on a fait 136 cas de perte. 136 000 euros. Oui. Ouais, c'est quasiment l'équilibre. Voilà, je parle de l'équilibre parce que c'est pas plus, mais c'est en dessous. Mais pour moi, donc on voit qu'on est en train d'atteindre cette position d'équilibre. Et ensuite, les réseaux dans chacun des pays, ils prennent un temps à s'amortir. Parce qu'il faut compter 4-5 ans, mais si on se rappelait de ce qui s'est passé il y a maintenant une vingtaine d'années, quand les opérateurs ont commencé à installer le GSM, puis la 2G, puis la 3G, il aura fallu un certain temps pour amortir leur CAPEX. Bon, voilà, on en est là, mais ça va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup moins cher. Je crois par exemple que vous êtes aujourd'hui, vous équipez les nouvelles Freebox. Est-ce que c'est le symbole de ces industriels qui ont compris l'intérêt de votre réseau et qui commencent à justement venir vous voir et en vous disant « vous nous intéressez, venez travailler avec nous ». Complètement. Je pense que certains industriels ont compris qu'on n'était pas des compétiteurs. Par exemple, Free, le groupe Iliad, fait des choses qui sont très très bien avec les box, avec les mobiles, etc. Donc ils délivrent des services que Sigfox ne peut pas délivrer. Par contre, intégrer Sigfox dans leurs produits leur amène
une valeur ajoutée. Laquelle? Le fait d'avoir une capacité en cas de problème, si vous perdez la DSL ou si quelqu'un arrive avec un brouilleur, par exemple un cambrioleur qui a un brouilleur dans sa poche, vous savez que pour 20 €, vous achetez un brouilleur et vous mettez hors de fonctionnement n'importe quel système d'alarme. Donc grâce à Sigfox, et vous, ça empêche ça. Voilà, ça permet même s'il y a un brouilleur en route, on continue à fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que la technologie de Free ou de celle d'un autre opérateur n'est pas bonne. C'est pour faire du débit, il y a des contraintes particulières que nous on n'a pas parce qu'on fait du petit débit, donc de la 0G, des petits messages. La suite, c'est quoi, Ludovic Lemant? On l'a compris, hein, il y a un gros besoin encore d'investissement, de développement. Il y a eu une introduction en bourse qui est constamment reportée. C'est revenu à l'ordre du jour? Pas du tout. On l'a toujours parce que quelque part, la liquidité des investisseurs qui ont cru en Sigfox très tôt, il faut s'en occuper. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Comme tout, ça dépend de la vigueur des marchés, ça dépend aussi de la maturité de l'IoT. Donc je vous dis 94, encore une fois, je reprends ta date là parce que je pense qu'on n'est pas loin. Mais est-ce que c'est le boom 2020 ou 2021? On veut être prêt, donc on fait tout ce qu'il faut pour que l'entreprise, maintenant on a commencé à communiquer sur tous nos chiffres, etc. Ouais. Maintenant depuis cette année on l'a fait, on a commencé un peu dernière, on annonce ce qu'on va faire. Ça veut dire la bourse pour… Moi je dis 2021, 2020 c'est un peu chaud parce qu'il faut quand même 12 à 12 mois minimum pour se préparer. Donc en gros 2021 serait plus raisonnable et on espère que d'ici là le marché aura entièrement pris tout son envol, toute sa maturité. Et quelque part, comme je vous dis, c'est gigantesque. On est les seuls aujourd'hui à avoir cette position-là à l'échelle mondiale, même si plein d'autres essaient de rentrer dans cette opportunité. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça. On était très heureux en tout cas de vous avoir aujourd'hui sur le plateau d'Ecorama et j'espère que vous nous ferez le plaisir de venir nous raconter la suite des aventures très prochainement. Merci beaucoup, Ludovic Lemant. Merci.